Bienvenue dans cette nouvelle revue d'actu. Ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que vous savez que cet été j'ai été énormément occupé par les 15 semaines d'enseignement que j'ai donné ici en Grèce. Ça a été vraiment un moment absolument génial pour moi, je vous en reparlerai tout à l'heure. Avant de commencer, je voulais vous dire que cette vidéo est présentée par le site apportelesoleil.com qui fait des super t-shirts. C'est mon ami d'enfance qui fait ça, c'est un Essénien et un super pote. Alors soutenez-le, allez voir ce qu'il fait. Il fait de nouvelles créations très régulièrement. C'est celle que je porte pour promotionner. Et puis je les porte pour de vrai ces t-shirts. Vous pouvez me voir en photo souvent avec. Alors allez voir apportelesoleil.com. Vous savez, j'ai remarqué, je regarde des gens dans la rue ici passer. Et puis on a souvent des choses écrites sur nos vêtements. On ne sait même pas ce que c'est. Ou alors c'est des gens qui l'ont décidé pour nous. Alors je me suis dit, c'est une belle façon de faire circuler des pensées. Parce que quand une personne nous croise et qu'elle voit un message positif ou quelque chose d'inspirant ou de profond, eh bien, ça a un impact sur elle, ça a un impact sur toute la ville et ça a un impact sur la journée. Alors c'est une façon aussi de diffuser un message et d'être comme des pancartes publicitaires de pensées positives et lumineuses et un peu plus élevées que la moyenne. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que je commence enfin une tournée en France. Alors ça va être par petits morceaux. Là on va faire dans l'Est, le 24 à Besançon et le 26 à Dijon. Donc les détails sont dans la description de la vidéo. Il y aura aussi des détails sur le site internet pour vous inscrire directement en ligne et réserver votre place. Je vous conseille de réserver d'ailleurs parce qu'on va faire deux tarifs. Il y aura un tarif en réservation et un tarif à la porte qui sera un peu plus élevé. Et puis tout simplement parce que les places vont partir assez rapidement et vraiment le nombre de places sera très limité géographiquement tout simplement. Alors à très bientôt dans l'Est de la France, j'ai hâte de vous rencontrer. Je voulais aussi vous dire que le calendrier 2023 pour les formations, les enseignements en présentiel est prêt. Donc les dates sont sur mon site. Il y a pour l'instant les dates avec les thèmes généraux. Le programme détaillé n'est pas encore sorti. Il va être prêt dans les semaines qui viennent. Si on avait l'opportunité de se rencontrer en Grèce l'année prochaine, ça serait carrément génial. Et on y va enfin avec le premier sujet que j'ai relevé. C'est ce qui se passe en Chine et qui finalement nous concerne quand même beaucoup. Les médias en parlent très peu parce qu'il y a vraiment un contrôle très grand de l'information à ce niveau-là. En Chine, depuis le mois d'avril, il y a des défauts de paiement dans les banques qui sont assez graves, qui provoquent des émeutes parce que les Chinois n'arrivent plus à récupérer leurs économies, leur épargne. Alors bien sûr, on voit ça au Liban aussi, où il y a des militaires qui défoncent des banques pour récupérer leurs soldes, des gens qui tout simplement braquent des banques. Alors c'est trop drôle parce qu'on nous dit qu'il y a des gens qui braquent les banques, du coup les banques demandent au gouvernement des mesures de sécurité au Liban, alors qu'en fait c'est les banques qui ont braqué les gens parce que les banques ne veulent plus leur rendre leur argent. Donc les banques sont les voleurs, mais ce sont les citoyens qui se font accuser d'être des braqueurs parce qu'ils vont de force chercher leur argent. Et en Chine, il y a des émeutes très graves, mais bien sûr la Chine a un système de contrôle social en avance sur la France. Vous savez, c'est plus les États-Unis qui sont en avance sur la France, c'est la Chine. Et tout est contrôlé et donc il y a des personnes qui ont un petit peu étudié le sujet, qui rapidement se sont rendues compte que sur YouTube, les algorithmes vont défavoriser toutes les vidéos qui parlent de ce sujet, voire il y a des censures très graves. Et les mots-clés en partenariat avec Google, Facebook, sur les réseaux sociaux, tout est censuré, les mots-clés sont censurés, les discours qui parlent de cet événement d'actualité qui doit nous préoccuper sont complètement sous verrou. Et on sait en Chine que des personnes se font tester positifs au Covid parce qu'elles ont été identifiées avec des reconnaissances faciales de caméras lors des émeutes donc contre les banques. Donc elles sont du coup assignées à résidence sous prétexte de contamination. Tout ça, c'est vraiment validé, vérifié. Je trouve ça inquiétant et du coup, je me suis rappelé qu'une banque, et donc c'est le cas en Chine bien sûr, mais renseignez-vous dans vos banques, partout où vous êtes dans le monde, renseignez-vous, demandez à votre banquier quelle est comment on appelle ça, sa limite légale dans son épargne. C'est-à-dire qu'une banque peut avoir 10% de dépôt réel et déclarer 90% de valeur financière en plus qu'elle investit. C'est-à-dire qu'elle va investir 100% d'un argent, d'un montant, mais sur ce montant, elle n'a que 10% et les 90% sont totalement virtuels. C'est de la création de richesse bancaire. Demandez à votre banque comment elle fait. Pourquoi ça vous concerne? Pourquoi ça nous concerne? Parce que quand on parle d'épargne, on parle d'investissement et ça veut dire que quand vous avez confié 10 000 € d'épargne à une banque, eh bien, elle peut investir, je ne connais pas les chiffres exacts, mais à peu près 100 000 € qu'elle investit dans un investissement quelconque dans le monde. Quelque part, elle utilise votre travail, votre sang, votre effort pour fabriquer de la monnaie, fabriquer une valeur. Et elle va demander à des gens dans le monde de travailler
pour rentabiliser un investissement virtuel. Alors je ne suis pas ni banquier, ni analyste financier, ni mathématicien, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et en Chine, c'est le cas, on est à 10,90, donc 10% d'actifs réels pour 90% d'argent fabriqué. Ça nous concerne beaucoup aussi parce que les banques européennes ont énormément investi en Chine. Et s'il y a un effondrement de l'économie chinoise assez sérieux, les épargnes, les livrets A et les assurances vie, tout ce genre de choses vont fondre comme neige au soleil. C'est quand même assez choquant de voir à quel point l'info est contrôlée dans le monde et qu'il y a des espèces de collusions entre un truc qui pourrait nous sembler, dans le discours officiel, incompatible entre un gouvernement totalitaire comme celui de la Chine et puis Google, Facebook, etc. Au-delà de ça, il y a une réflexion plus profonde que j'ai eue. J'en ai parlé avec certains d'entre vous qui étaient, vous vous souvenez, on était ici au centre initiatique Essénia en Grèce et on mangeait ensemble. Et ça m'a fait penser à une chose toute simple, c'est que vous et moi, on possède des choses, dans le sens qu'on a quelque chose. Il y en a qui ont une maison, il y en a qui ont une voiture, un vélo, on a quelque chose. Et on peut avoir dans un premier temps l'impression que acheter un objet et vivre avec, c'est simple. Et puis on se rend compte qu'en réalité c'est une responsabilité, c'est un entretien, il faut s'en soucier, il faut l'entretenir, c'est une charge, c'est une forme de charge. Donc posséder une chose, c'est comme disait Saint-Exupéry, adopter une créature, c'est en être responsable. On devient responsable pour toujours de ce qu'on a adopté. C'est valable aussi pour les objets. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai que dans le fond, si j'avais une grande propriété qui vaut, je sais pas, plusieurs millions d'euros, mais en fait, c'est du taf, parce que tu as un grand jardin, tu as, je sais pas moi, 10 000 mètres carrés de jardin de rêve avec des fontaines, des piscines, une maison immense avec 50 pièces à l'intérieur et tout ça. Mais tout est du travail. Il faut l'entretenir, il faut le nettoyer, il faut le réparer. Donc en réalité, il ne suffit pas d'acheter, d'acquérir un bien, il faut ensuite en assumer. C'est comme des enfants. Tu fais un enfant, 2 enfants, 3 enfants, mais chaque enfant est tout un univers, une personnalité, c'est tout un monde. Et là, tout d'un coup, j'ai pensé à l'argent. Et je me suis dit, là, on parle de millions de gens qui veulent récupérer leur épargne. Et je me suis dit, imaginons que demain, j'ai épargné, je vais prendre des chiffres exagérés pour vraiment qu'on comprenne l'exemple. J'ai épargné, j'ai sur mon compte d'épargne, dans mes 6 caves, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, ces produits financiers, j'ai 100 millions d'euros. Mais en réalité, si je transforme ce montant en quelque chose de physique et de réel, et j'achète pour 100 millions d'euros de quelque chose, il va falloir que je gère ces choses. Si j'achète pour 100 millions d'euros de vignobles, je ne sais pas moi, d'hôtels particuliers à Paris. Bon, à Paris, à 100 millions, je pense que j'ai un studio cabine. En fait, il faut que je l'entretienne. Donc, je me suis dit, quelle est la valeur maximale d'une chose que je pourrais acquérir matériellement et dont je serais capable de prendre soin moi-même, c'est-à-dire tout seul, je serais capable d'entretenir. Je prends un exemple beaucoup plus accessible. Tu as une maison, tu possèdes ta maison, tu as acheté ta maison, il faut l'entretenir. Tu as les gouttières, les volets, le ménage, tout ce dont j'ai parlé. Quelle serait la taille maximale de la maison que tu serais capable d'entretenir toi-même? Quelle serait la surface agricole que tu serais capable d'entretenir tout seul? Pour ceux qui ont fait, parmi vous, pour ceux qui ont fait du potager, vous savez le boulot que c'est, de désherber, d'entretenir, d'arracher les gourmands des plants de tomates. Quelle est la taille maximale d'un jardin dont tu peux prendre soin tout seul? Et là, maintenant, tu mets ça en rapport avec l'argent, les fameuses épargnes dont on gère. Quelle est la quantité d'argent que tu serais capable d'entretenir par toi-même, par ton propre travail, ta propre présence, ta propre énergie? Et je me suis dit, il y a un immense décalage entre les valeurs financières dont on parle et le réel. Et notre réelle capacité de porter une charge financière, une charge matérielle, donc notre capacité de porter une valeur. Quelle est notre capacité de porter une valeur? Parce que quelqu'un va me dire, moi j'ai 500 000 euros sur mon compte d'épargne, moi j'ai 10 000 euros, moi j'ai 1000, moi j'ai 100, moi j'ai 0, moi je suis à découvert. C'est devenu sans aucun rapport entre ce qu'on est capable de porter comme valeur et
des nombres sur un compte bancaire. C'est complètement déconnecté. Donc quand on voit quelqu'un qui nous dit, voilà, lui c'est un milliardaire, il a tant de milliards, il a perdu, je ne sais plus, je crois que c'est le créateur de Facebook. Facebook a un problème, donc il perd tant de milliards sur les marchés, mais c'est complètement du fantasme. C'est un fantasme pur. Aucun homme ne peut porter 1 milliard. Je veux dire, achetez-lui pour 1 milliard de biens, en admettant que ce soit une valeur réelle. Demandez-lui d'entretenir pour 1 milliard d'euros de vignobles. Tiens, on rigolerait. Vous voyez, c'est pour ça que je fais des revues d'actu. Je me sers, je partage avec vous comment j'entends ces informations-là et comment je les considère. Essayez de passer au-delà de la première impression, BFM TV. La deuxième vraie source d'information, réinformation par tous les médias alternatifs. Essayez d'accéder à la troisième impression, à quelque chose de plus profond, qui est de la connaissance de soi, du questionnement, du positionnement dans le monde. C'est en ça que c'est intéressant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je considère l'actu et c'est ce que j'aime faire avec vous. Donc bien sûr, si vous voulez aller plus loin, je donne énormément d'outils parce que souvent, vous m'écrivez, oui, mais concrètement, on fait quoi? Mais concrètement, moi, je suis très concret comme personne. Je vous propose des formations en ligne et en présentiel pour essayer de vous former à un mode de pensée et à une façon de percevoir le monde complètement différent qui va complètement transformer votre vie. Juste pour finir là-dessus, pensez à combien d'argent vous avez. Alors pour certains d'entre vous, ça va être vite fait, tant mieux pour vous. Pensez à combien d'argent vous avez, par exemple, ou l'argent que vous aimeriez avoir. Et demandez-vous, est-ce que vous seriez capable de gérer cette chose dans le concret, dans le réel, en équivalent matériel de valeur. Voilà. Vous allez être surpris. Et si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous demandez à quelqu'un, en l'occurrence un banquier par exemple, vous le rémunérez pour qu'il s'occupe d'une valeur abstraite qui est votre propriété. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est ce dont j'ai commencé à parler dans une vidéo qui est sortie sur YouTube, un extrait de formation justement. C'est la novlangue dont il est question dans 1984 d'Orwell, c'est-à-dire la création d'un nouveau vocabulaire parce que quand tu transformes les mots, tu transformes la pensée. Je voulais prendre un exemple qui arrive des États-Unis, et vous savez que ce qui arrive aux États-Unis va venir en Europe rapidement. C'est ce fameux shift, on dit en anglais, ce fameux glissement de langage qui fait que progressivement, on ne va plus utiliser le mot pédophile. Parce qu'il y a une connotation négative, il y a une connotation de jugement, de malaise, d'agression, d'accusation et de stigmatisation. Et donc, on va utiliser le mot MAPS en anglais, c'est-à-dire Minor Attracted Person, c'est-à-dire une personne attirée par les mineurs. Alors mineur, c'est un mot aussi très large parce que la minorité sexuelle, ça dépend de chaque pays. Il y a un âge, mais on peut dire qu'on est mineur à 17 ans et on peut dire qu'on est mineur à 8 ans, à 5 ans. Et donc les MAPS, c'est un espèce de spectre très large de personnes qui sont attirées par des gens avec lesquels il est illégal d'avoir des relations sexuelles, mais c'est une attraction de ce type-là. Et donc, il commence, je veux vraiment attirer votre attention là-dessus, il commence à y avoir des personnes payées par le gouvernement américain qui sont des conseillers sexuels et qui sont financés par les impôts des Américains. Et regardez bien parce que ça va arriver en Europe. Et s'il faut, il y a déjà des programmes qui sont dans ce sens. Des petites associations qui ont l'air de rien et qui sont payées pour faire des interventions en école, dans d'autres associations, dans des regroupements de personnes âgées, de jeunes, etc. pour faire de l'éducation. Et en réalité, dans cette éducation, on commence à entendre que finalement, il faut arrêter de stigmatiser une personne qui a des attractions pédophiles pour la qualifier de MAPS, de personnes attirées par des mineurs, parce qu'il faut que l'estime de soi de cette personne remonte, parce qu'il ne faut pas stigmatiser et tout ça, créer des divisions dans la société. Et je trouve très intéressant d'observer comment on veut créer des nouveaux mots pour en réalité faire avancer des chevals de Troie qui sont des idées et les implanter dans la société. Ça a déjà été fait dans le passé beaucoup et il y en a d'autres qui arrivent. Et ce qu'on voit se défiler, se profiler à l'horizon, de plus en plus clairement, c'est la sexualisation des enfants, c'est-à-dire que l'enfant doit se positionner par rapport à des questions qui le dépassent. Regardez bien ça venir, un changement de vocabulaire, un mot porte une pensée, un mot porte une image.
Et vous savez, il y a deux catégories de personnes. Il y a des catégories de personnes qui sont capables de conceptualiser une chose et donc de manipuler, de manier des concepts. Et il y a des personnes qui ne sont pas capables de ça, mais qui sont capables de parler. C'est-à-dire d'utiliser des mots dans lesquels les autres vont mettre leurs concepts. On l'a très bien vu avec le mot pandémie, le mot santé, le mot distanciation sociale, le mot… Vous voyez tout un tas de mots qui ont été chargés d'intentions politiques, d'agenda, d'idées et qui sont manipulés. Comme je vous ai dit, une amie, une participante à un stage, je te salue, qui est pharmacienne et qui, en France et qui m'a dit qu'elle a reçu des directives claires du gouvernement français pour ne pas dire 5e injection, mais 2e rappel. Vous voyez, on dit un rappel. Vous voyez, on manipule les mots pour en fait s'en servir de cheval de Troie parce qu'il y a une idée à l'intérieur du mot. Et donc, la plupart d'entre nous, nous utilisons tout un tas de mots en permanence dont nous ignorons en réalité les concepts. Et donc, le fait qu'on enlève tranquillement pédophile pour trouver un acronyme, MAPS en anglais, on va peut-être en trouver en français, c'est révélateur. C'est-à-dire que si on change le mot, en réalité, on veut changer l'idée, on veut changer notre perception, notre façon de percevoir l'autre, par exemple un pédophile. Et on va utiliser des mots comme tolérance, inclusivité. Alors l'inclusivité, l'inclusion, c'est un mot très fort en ce moment, mais en réalité c'est pareil, c'est un cheval de Troie et à l'intérieur de ce mot, on met un agenda politique, social, culturel qui vient des Nations Unies, qui vient de tout un tas de choses. Alors si je dis le mot état profond, bien sûr, YouTube va directement détecter par son algorithme et va vous mettre un petit avertissement en dessous de la vidéo parce que vous êtes des enfants imbéciles, immatures et il faut que YouTube prenne soin de votre santé mentale et donc ils vont vous dire attention, c'est un concept complotiste. Ça nous amène quand même au 3e sujet parce qu'on parlait des enfants, on parlait du choix. Et le 3e sujet, c'est quand même des informations inquiétantes qui viennent toujours des États-Unis, bien sûr. Vous avez l'hôpital pour enfants de Boston qui avait créé une chaîne YouTube et ils avaient publié à peu près 90 clips dans lesquels ils promotionnaient la stérilisation des enfants, la stérilisation forcée, sous prétexte de transgender, d'enfants transgenres, c'est-à-dire d'enfants qui ne se sentent pas de leur sexe biologique. Donc je vous donne quelques exemples parce que donc, vous savez qu'aux États-Unis, les hôpitaux sont privés et ils vivent des rentrées, les services sont payants, c'est d'ailleurs très très cher. Et donc il y a tout un nouveau service parce que c'est un nouveau marché à prendre. Et donc le Boston Children's Hospital voulait être le meneur, le leader dans ce secteur, en ouvrant un secteur, tout un service de réassignation de genre, ce qui fait quand même penser à certaines choses anciennes un petit peu, qui donnent la chair de poule. Réassigner le genre d'enfant, de genre sexuel d'enfant, et être les leaders dans le secteur, prendre des parts de marché, faire voyager des enfants de tous les États-Unis pour subir des opérations, des traitements, avoir des suivis. Et donc il se donne un vernis évidemment de bien-pensance, d'inclusivité, de tout le nouveau vocabulaire. Et donc vous aviez des médecins qui par exemple expliquaient avec un beau sourire aux lèvres que si par exemple une petite fille voulait se faire couper les cheveux courts, c'était probablement le signe qu'elle se sentait plus garçon que fille et que donc ça valait la peine de faire une consultation et peut-être de penser à une réassignation de genre, une thérapie progressive avec le discours « Ne vous inquiétez pas, on conservera ses ovaires jusqu'à sa décision finale ». Bien sûr, les procédures peuvent commencer à 15 ans. Il y avait des médecins qui affirmaient ces choses-là. Les procédures peuvent commencer à 15 ans. Et on parle de stérilisation d'enfants avec des bloqueurs de puberté, donc des puberty blockers. Ce sont des substances chimiques, des castrations chimiques en fait qu'on donne aux violeurs, par exemple aux États-Unis. Des castrations chimiques qu'on donne à des enfants très jeunes, réassignation de genre par le changement de prénom. Et donc vous avez l'enfant qui sent trop de pression psychologique. Vous avez tout un tas d'arguments qui sont pris et qui nous dressent le portrait tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité qu'à partir de 2 ans, 3 ans, un enfant est capable de choisir son sexe et d'exprimer clairement son identité. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu des enfants, mais quand on voit qu'ils ne sont pas capables de choisir entre je sais pas moi, un éclair au chocolat et un millefeuille, entre une chemise bleue et une chemise rouge, et si on doit mettre l'enfant face à ses choix en permanence, on crée un trouble à l'intérieur. Ce sont des techniques de manipulation psychologique qui sont bien connues pour manipuler les foules, la psychologie humaine, la psyché.
Et là, par exemple, on prend des enfants qui ont 3 ans, qui ont 7 ans, et on va les mettre face à un choix, on leur pose des questions. Vous avez par exemple certaines règles dans certains États aux États-Unis où le médecin est obligé maintenant, écoutez ça, il est obligé quand il reçoit un enfant en consultation avec ses parents pour une amygdalite ou n'importe quoi, une grippe, une éruption cutanée, quelque chose qui n'a aucun rapport. Le médecin, maintenant, dans la procédure, est obligé de demander à l'enfant qu'il reçoit « Alors bonjour, est-ce que tu es un garçon ou une fille ?» Parce qu'il doit respecter le genre de son choix et son prénom. Et donc, l'enfant, maintenant, se fait poser la question par un médecin s'il est un garçon ou une fille. Donc ça veut dire que du coup, l'évidence corporelle n'en est plus une. Donc ça veut dire que l'enfant se retrouve avec une multiplication des choix, y compris une dissociation totale entre son corps physique et sa vie intérieure. Donc même un enfant qui ne s'est jamais posé la question se voit poser la question par la vie, par l'extérieur, par un adulte. Et même si le parent ne consent pas cette question maintenant devient obligatoire par certains ordres professionnels. Je trouve que ça fait peur et je trouve que, tu vois, un petit enfant qui te dit non, moi je suis pas un enfant, je suis pas un garçon, je suis un dinosaure, je suis un chevalier, je suis une princesse. Quand on voit avec quelle facilité les enfants explorent des identités à travers le jeu, le conte, le mythe, je trouve ça extrêmement grave de créer cette attache avec le corps et de lui permettre de rendre possible la décision de prendre des castrateurs chimiques qui vont impacter tout son processus de développement physique et d'avoir des médecins que je soupçonne fortement de faire ça pour l'argent, parce que c'est des marchés qui ont des énormes potentiels financiers à la clé, d'affirmer avec le sourire qu'une petite fille qui ne veut pas se faire couper les cheveux, c'est peut-être qu'elle est un garçon en fait, et de faire des affirmations de ce genre qui sont assez effrayantes et assez sidérantes pour des choses qui en réalité sont quand même très simples. Et je soupçonne aussi beaucoup de parents qui embarquent dans ce genre de procédure, d'être à la recherche d'attention tout simplement, de rechercher de l'attention, d'avoir des conversations passionnantes à avoir avec leurs voisins et de chercher une cause à défendre. En tout cas, je trouve ça, tout ça assez triste et c'est des dérives quand même assez graves, sachant que, encore une fois, ce qui se fait aux États-Unis arrive assez rapidement en Europe. Le 4e sujet, c'est une info qui m'a énormément choqué cet été. Parce que je connais bien le sujet, c'est le sujet de la dépression nerveuse et des antidépresseurs. La théorie générale qu'on entend depuis, je sais pas, au moins 40 ans, au moins même plus, c'est que la dépression nerveuse, c'est un déséquilibre des neurotransmetteurs dans le cerveau, principalement dû à la sérotonine. C'est-à-dire que la sérotonine, c'est un neurotransmetteur dans le cerveau, et quand le taux de sérotonine dans le cerveau devient faible, eh bien, on a tendance à être déprimé. Et bien donc on prend des médicaments qu'on appelle les inhibiteurs recapteurs de sérotonine, qui sont toute une classe d'antidépresseurs et qui sont prescrits par millions et millions. Je pense que j'ai pris une statistique. Aux États-Unis, par exemple, en 2020, il y a eu 120 millions de prescriptions pour ce genre d'antidépresseurs. C'est pour vous donner une idée de la taille du marché mondial, qui est colossal. Et depuis toutes ces années, on prescrit des inhibiteurs recapteurs de sérotonine. Alors il y a certains antidépresseurs qui ne sont pas de cette classe, mais c'est là quand même l'immense majorité. Et on prescrit ça même assez facilement, même à des enfants. Et en 2005, Tom Cruise, donc aucun rapport avec la dépression et les antidépresseurs, mais Tom Cruise avait dans une interview avait dit que la dépression nerveuse n'avait aucun rapport avec la sérotonine et que donc les antidépresseurs qui fonctionnaient de cette façon n'avaient en réalité pas de taux d'efficacité réellement prouvé. Scandale, ça avait fait carrément un méga buzz. Sa carrière avait été complètement cassée. Toutes les agences de presse du monde avaient été mobilisées pour faire des reportages sur lui, faire des affirmations qu'il était dans une secte, la scientologie, qu'il refusait les traitements psychiatriques, que c'était extrêmement dangereux, qu'il avait fait des affirmations complètement folles. Et il a passé des années de galère à Hollywood, une traversée du désert, parce que justement, le lobby pharmaceutique avait vraiment essayé de le casser complètement pour discréditer ses affirmations, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des gens célèbres sur l'opinion publique. Et quand vous êtes un représentant de labo pharmaceutique et que vous vendez pour des milliards et des milliards de dollars chaque année d'antidépresseurs, inhibiteurs recapteurs de sérotonine, si Tom Cruise vous dit un truc comme ça, ça ne vous fait pas rire du tout. Pour vous, ce n'est pas la rubrique People, c'est la rubrique économie.
emploi, marché financier, bourse. Donc c'est très sérieux. On lui a fait une vie d'enfer pendant quelques années. Et voilà que cet été, il y a un article qui est sorti dans un journal très officiel, The Guardian, un journal anglais, qui dit qu'en fait, on a procédé à une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse scientifique qui regroupe de très nombreuses analyses pour essayer d'avoir une vue d'ensemble. Et on s'est aperçu qu'en fait, il n'y a aucune donnée qui confirme que la sérotonine soit systématiquement faible chez les personnes dépressives ou que la sérotonine à faible dose provoque la dépression. Et donc les médicaments, les antidépresseurs de ce type, qui travaillent sur la sérotonine, qui agissent sur la sérotonine, et soient basés sur une quelconque réalité scientifique. Et moi, ça m'a énormément choqué parce que j'ai travaillé, comme vous le savez, en tant que thérapeute naturopathe sur la sérotonine chez les dépressifs. Et j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet de la dépression. Et j'ai été sidéré parce que c'était un peu un combat que beaucoup de personnes dans mon domaine professionnel menaient depuis des années pour essayer d'élargir le sujet de la sérotonine, parce que les médecins étaient énormément focalisés, parce qu'on les a, voilà, on les a appris, on les a éduqués comme ça. Avec le Vidal, vous avez des plans en entonnoir avec des questions à poser, une évaluation et un médicament à la sortie. Une systématisation de l'approche thérapeutique par les médecins. Et donc, ça faisait des années que j'étais dans ce sujet, et de voir qu'une méta-analyse très officielle sortait comme ça dans les médias, ça m'a déjà énormément plu. De voir qu'on a été capable d'essayer de casser totalement la carrière de quelqu'un comme Tom Cruise, non pas qu'il ait besoin d'argent, mais juste parce qu'il a fait une affirmation qui allait... et donc qu'il y a une collusion très forte entre Big Pharma et les médias et Hollywood. C'est quand même assez hallucinant, parce que je me suis dit, mais comment ça se fait qu'un acteur qui n'a aucun rapport avec le secteur, en 2005, il était capable de sortir une info qui sort en 2022. Ça veut dire que donc, on peut avoir accès à des informations, mais ça veut dire donc que Hollywood a accès à beaucoup d'informations. Et donc que les films qui sortent peuvent tout à fait être conçus pour gérer un discours, gérer une opinion publique, pour gérer un vocabulaire, pour nous faire entrer la novlangue, des nouveaux vocabulaires, pour discréditer des idées, disqualifier des personnes. Et donc il y a une interaction très forte entre toute la production, c'est pas une surprise, de Hollywood, et puis les intérêts des multinationales, notamment de la pharmacie, du Big Pharma et de toutes ces choses-là. Et j'ai pensé à ces dizaines de millions, centaines de millions de personnes qui ont pris des antidépresseurs qui agissent sur la sérotonine pour rien, ou même avec des effets secondaires, parce que lisez les effets secondaires des antidépresseurs, c'est quand même impressionnant. Donc ça ne veut pas dire que les antidépresseurs qui jouent sur la sérotonine ne fonctionnent pas. Dans certains cas, ils sont absolument nécessaires et ils fonctionnent à 100%. Mais ça veut dire qu'on est vraiment loin d'une procédure systématique et de toutes ces prescriptions qui sont données. Et surtout, on a fonctionné avec cette espèce de plan en entonnoir. J'ai vu combien de personnes qui m'ont dit je prends des antidépresseurs, je ne sais pas pourquoi, ou je ne sais plus pourquoi je les prends, ou non, ça ne fonctionne pas, mais je dois continuer quand même, ou j'ai des effets secondaires, ou voilà, je pense à toutes ces personnes, y compris des enfants, qu'on met sur ces substances. Et parce que quand on te baisse tes niveaux de sérotonine, qu'on les augmente, je veux dire, ça a des effets sur la santé. Et ça a beaucoup d'effets secondaires, et c'est très triste quand même de savoir que les choses fonctionnent comme ça. Et du coup, j'ai pensé à ces médecins stars qui interviennent sur les plateaux télé, qui nous ont parlé de cette pandémie, et puis de ces injections, et de ces miracles, et de ces médicaments. Mais du coup, tu te dis, mais attends, si depuis 40, 50, 60 ans, on fonctionne avec ce mythe de sérotonine pour la dépression, mais alors attends, ça veut dire qu'on peut fonctionner sur d'autres mythes comme ça. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait réfléchir. En tout cas, si ça vous intéresse, le sujet de la santé, je parle de tout ça dans la formation médecine sacrée. Je dis vraiment des choses qui sont issues de ma propre expérience, surtout la masterclass que j'ai donnée cet été, qui va être en ligne sur mon site. Vous avez toute la base donc, dans médecine sacrée, le niveau 1. J'ai donné une masterclass cet été où j'ai été beaucoup plus loin, puis je parlais à des thérapeutes, puis j'ai beaucoup plus parlé en tant que thérapeute sur le terrain de mes expériences et des situations concrètes.
Et cet été, en résidentiel, ici, il va y avoir, je pense que c'est en juin et en août, vérifiez les dates sur mon site, médecine sacrée niveau 2. Donc médecine sacrée niveau 2 ne sera pas donnée à distance en vidéo parce que c'est vraiment de la pratique. Si vous êtes des thérapeutes, venez vous former, je vais vous donner des outils que vous pourrez appliquer quel que soit votre mode thérapeutique, avec des belles surprises et beaucoup de travail avec les 4 éléments. Parce que l'approche essénienne est vraiment basée là-dessus et sans les éléments physiques et subtils, on ne peut pas réellement parler de guérison. C'est vraiment la médecine hippocratique 2.0. J'ai bien hâte en tout cas de mettre ça au point avec vous, ça va être passionnant. Je vais donner 2 sessions et donc ce sont des sessions de 2 semaines, incompressible, il faut vraiment rester les 2 semaines en résidentiel parce que vous savez, on ne peut donner que ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a dans la vie? Ce qu'on a vécu. Donc on va ensemble vivre des expériences qui seront pour toujours à l'intérieur de vous des outils thérapeutiques. On a eu énormément de témoignages d'ailleurs sur les formations cet été. J'adore faire ça, vraiment j'adore. Le 5e sujet, c'est, alors là, cet été, vous savez que j'ai un compte Instagram, d'ailleurs abonnez-vous si vous n'y êtes pas. J'ai un compte Instagram et donc je suis sur Instagram parfois. Et sur Instagram, je vois passer une pub d'un organisme européen quelconque, genre je sais pas moi, le programme Union Européenne pour tel ou tel sujet problématique, complètement idiote évidemment, subventionné à coups de millions. Et donc il y avait un truc, alors c'était en anglais, il disait crise énergétique, pandémie, urgence climatique, point de suspension. Il faut réduire les disparités entre les pays européens. Ok. Et donc, je l'ai vu passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis au bout d'un moment, j'ai cliqué dessus parce que je me suis dit, mais qui paye de la pub pour Instagram pour me dire urgence climatique, pandémie, crise énergétique, il faut réduire les disparités entre les pays européens. Je veux dire, moi, je suis un citoyen européen, je n'ai aucun pouvoir là-dessus, je me fous complètement de ces sujets-là. Qui c'est qui me parle? Et donc, c'est là que j'ai vu, c'était programme de l'Union européenne, avec un budget bien sûr de 15, 20, 30 millions d'euros, bien sûr décidé à huis clos à Davos, puis voté à l'Union européenne grâce à notre amie Ursula. Et en fait, j'ai réalisé que c'était un programme qui faisait du lobbying. En fait, c'était juste du lobbying. Donc, ils faisaient une campagne sur Instagram, probablement Facebook et d'autres réseaux, uniquement pour justifier leur existence. Et qu'en réalité, à l'intérieur de ça, c'était uniquement du lobbying pour pousser l'Union européenne à uniformiser les politiques des gouvernements et donc à faire pression sur les gouvernements pour prendre des décisions guidées par un État central qui est à Bruxelles, l'Union européenne, c'est-à-dire à renoncer à prendre des décisions différentes. Et le discours, c'est vous la Grèce, vous la Roumanie, vous la Pologne, vous l'Allemagne, vous l'Espagne, vous avez géré différemment la pandémie et donc vous avez pris des décisions parfois incohérentes qui n'ont pas été efficaces. Nous, l'Union européenne, nous avons les moyens de gérer tout ça d'une façon unique, globale, qui va être beaucoup plus efficace afin qu'il y ait moins de disparités entre les Roumains, les Polonais et les Allemands. Et donc, toi tu regardes et tu entends, tu vois le mot disparité. Tu te dis, bah oui, c'est pas bien les disparités. Nous les Français, en plus, on est dans le culte total de la légalité, il faut qu'on soit tous pareils. Donc les disparités, c'est mal. Il ne faut pas qu'il y ait de gens disparates. Et il faut qu'il y ait un organe central dans l'Union européenne qui permette de gérer les pandémies, parce qu'il va y en avoir très régulièrement maintenant, en Roumanie, en Pologne et au Portugal. Comme ça, on sera tous gérés pareil et ça va nous rassurer. Et donc, j'ai compris que dans la com, c'était très bien fait. Il y avait crise énergétique, pandémie, urgence, tu vois, des choses qui font peur, urgence climatique, avec nous allons gérer tout ça d'une façon cohérente, globale et uniformisée. Et c'est la fameuse Pax Romana, la paix de l'Empire romain, la paix que les Romains permettaient d'avoir à tous les pays. C'est les Nations Unies. Après la guerre, on a dit qu'il faut faire les Nations Unies. C'est l'Union Européenne pour plus jamais de guerre, avec Jean Monnet et tout ça. C'est toujours la même histoire. On nous montre un problème et quelque chose qui nous évoque une peur un peu viscérale dans le cerveau limbique. Et tout d'un coup, on nous propose aussi une solution qui est toujours dans le même sens. L'uniformisation, la gestion globale. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Et j'ai vraiment vu toujours le même discours. Et puis, vous savez, bien sûr, il y a quelques jours, notre chère amie, la blonde de Bruxelles, Ursula, qui était ministre de la Défense en Allemagne quand même. Donc, elle a des super contacts, elle a un carnet d'adresses de dingue. Elle a été recyclée à un poste non élu, bien sûr. Et elle a parlé des élections, parce que c'est une pro de la démocratie, bien sûr.
Et elle a dit que si les Italiens votaient mal, eh bien l'Union européenne aurait des moyens de faire pression sur le gouvernement italien. Donc en gros, ça veut dire vive la démocratie parce qu'il y a un bon vote et un mauvais vote. Moi, je ne savais pas. Je pensais que le vote, c'était la décision du peuple et que donc c'était sacré. Pas du tout. L'Union européenne, pour l'Union européenne, la démocratie, ce n'est pas sacré. Et donc, imaginez, elle a quand même eu le culot de dire ça. Si les Italiens votent mal, on aura des moyens de faire pression. Donc les Italiens ont mal voté. Et donc, on va voir ce que ça donne. Ça va être passionnant à regarder. Mais je me suis dit, on se cache de moins en moins. Vraiment, l'Union européenne, elle n'a plus besoin de sortir son masque. Et ça, comme je vous l'ai déjà dit, c'est mauvais signe. Parce qu'en général, quand ton prédateur ne se cache plus, c'est que c'est trop tard. C'est qu'il n'a plus besoin de se cacher, c'est qu'il estime que ça y est, la partie est jouée, il a gagné. Et on a bien sûr la fameuse Jacinda Ardern, première ministre de la Nouvelle-Zélande. C'est bien, les femmes, c'est vachement mieux quand les femmes sont au pouvoir. Vraiment, ça change le monde, c'est merveilleux. Donc Jacinda Ardern, elle était à l'Assemblée générale des Nations Unies et puis elle a carrément dit, en souriant, elle a des techniques théâtrales, en souriant avec une gestuelle étudiée, qu'elle a trouvé dommage que les médias mainstream perdent de l'influence parce que du coup il y avait de plus en plus de médias alternatifs qui propageaient des fake news, des fausses nouvelles, des fausses informations qui nous donnaient une fausse perception du réel et qu'elle a demandé, elle a carrément dit, qu'il fallait qu'on reprenne le contrôle d'Internet, qu'il fallait qu'on lutte contre la désinformation, les extrémismes, pour que nous, le grand public, les imbéciles, les moutons, on ne croit pas forcément tout ce qui nous est dit parce que le problème, c'est que quand on ne croit pas à certaines choses, eh bien, du coup, on le remet en question. Donc, si on ne croit pas aux injections et aux pandémies, c'est un problème. Si on ne croit pas à l'urgence climatique, c'est un problème. Et donc, il fallait que les gouvernements reprennent le contrôle sur les médias et qu'elle a dit carrément qu'il fallait utiliser la censure pour réguler l'information sur Internet afin de réguler l'opinion publique des masses. Parce que l'opinion publique est sensible à la désinformation des médias. Et bien sûr, elle a utilisé elle a demandé aux réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook, de faire des algorithmes responsables. Donc on avait les produits éco-responsables, maintenant on a les algorithmes responsables. Et bien sûr, entendez, alors bien sûr ça va être un label maintenant, algorithme responsable sur Facebook, c'est-à-dire que c'est un algorithme, donc une intelligence artificielle, qui gère pour vous l'information et qui peut trier les vraies et les fausses, défavoriser des fausses et favoriser les vraies. Donc on est carrément en train c'est le retour de Goebbels, c'est la propagande. Le ministre de l'Information, d'ailleurs ça doit exister, des ministres de l'Information. C'est de la propagande, mais qui prend le visage d'une information responsable. Donc consommation responsable, ampoule éco-responsable, pile responsable, emballage plastique responsable, éco-responsable. Eh bien on aura des sources d'information responsables et des algorithmes responsables qui vont encore plus, parce que c'était déjà pas le cas suffisamment a priori, qui vont encore plus gérer les informations, supprimer des mots-clés, disqualifier certains articles, voire les censurer totalement. Ce que je me suis dit, c'est que c'est quand même impressionnant à quel point le même narratif, la même vision du monde nous vient de plusieurs pays complètement différents, aussi éloignés que la Nouvelle-Zélande ou les États-Unis, l'Europe. On a une espèce de discours commun avec une cohérence des actions et quand même on est obligé de se demander où est-ce qu'ils se rencontrent tous ces gens, où est-ce qu'ils se parlent, d'où est-ce qu'ils prennent leurs informations parce que la petite Jacinda là, elle n'a pas sorti de son chapeau, on lui a dit quoi dire. Elle a des spins, elle a des personnes qui lui rédigent des discours, qui lui disent quoi dire, qui lui disent quoi penser. Elle est juste la représentante, c'est Miss Univers, c'est Miss Nouvelle-Zélande. Voilà, elle est le porte-discours. Donc qui dit toutes ces choses-là, qui prépare les discours, qui fait que les idées vont toujours dans le même sens. Et vous voyez, la réflexion que ça m'a amené à faire, ça m'a rappelé la prophétie de Rudolf Steiner qui parlait de la guerre de tous contre tous. Il avait dit il y a une première guerre mondiale, deuxième, il y en aura une deuxième, puis ça sera la guerre de tous contre tous. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale en tant que telle, ça va vraiment être une guerre généralisée qui se passera même à l'intérieur des couples, à l'intérieur des familles, à l'intérieur des sociétés, on va perdre la cohérence sociale totale, à l'intérieur des classes professionnelles, dans tous les aspects de la vie humaine, il y a une guerre de tous contre tous. Et
je me suis dit, il ne faut pas tomber dans le panneau. Et finalement, ce que ces gens-là font, c'est que si vous regardez, ils font fonctionner tout le temps comme ça. Ils cherchent à nous diviser et ils cherchent à créer à nous polariser en créant des opinions. Et ils créent des opinions en créant des questions. Et celui qui tient la question tient le pouvoir. Parce qu'à partir du moment où ton cerveau reptilien, ton cerveau limbique, ton cerveau primaire, c'est-à-dire ta forme d'intelligence la plus élémentaire qui est celle de la survie, qui est celle de la pieuvre, qui est celle du micro-organisme, de la bactérie. Bon, elle n'a pas de cerveau, mais à partir du moment où tu as la question fondamentale, c'est-à-dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, c'est ce qu'on appelle en biologie fight or flight, c'est-à-dire je combats ou je m'enfuis. La décision totalement binaire, oui ou non, j'aime pas, c'est bon ou c'est pas bon, je vais vivre ou je vais mourir, blanc ou noir. Tu vois vraiment une espèce de choix qui se résume à une polarisation absolue. À partir du moment où il y en a un qui tient ça, il a le pouvoir absolu et il contrôle quasiment tous les individus. Parce que dépasser ce réflexe viscéral de survie, c'est extrêmement difficile. L'adrénaline, par exemple, nous fait fonctionner uniquement sur ce réflexe. Même le cortisol, ce sont des hormones qu'on produit dans le corps en situation de stress. Et donc, quand on nous parle sans arrêt d'urgence, de crise énergétique, non mais c'est effrayant, hein. Il va falloir baisser les chauffages, il n'y aura plus de pain dans les boulangeries. Sans arrêt, on va chercher au profond de notre cervelle là, une espèce de positionnement binaire. Et en faisant ça, on crée de la division. On crée de la division même à l'intérieur de chaque individu parce qu'on divise l'individu de son environnement. Parce que tu vois, à partir du moment où ton environnement devient, comment on pourrait dire ça, dangereux, qui fait peur, que l'autre devient... Tu vois, je vois une maman qui passe avec sa petite fille là, sur un tricycle. Sa petite fille doit avoir 3 ans. Elles portent toutes les deux un masque. C'est-à-dire que sa petite fille, elle est éduquée maintenant dans sa chair, dans sa mémoire cellulaire, pour avoir peur de sortir et pour avoir peur de croiser des gens. À partir du moment où tu construis ça à l'intérieur de l'humain, tu vas le pousser à s'enfermer. Et il va avoir besoin de quoi toujours plus? De sécurisation. Et donc tu vas pouvoir lui vendre de la sécurité. Tu vas lui vendre de la sécurité mentale avec une information contrôlée. Tu vas lui vendre de la sécurité physiologique à travers un discours de santé. Tu vas lui vendre de la sécurité physique à travers un discours de militarisation de la société, de polissage, de flicage, de caméras. Tu vas te poser en sauveur. Et ça, on sait très bien que ce sont des réflexes extrêmement profonds à l'intérieur de l'homme parce que tu vas chercher la mémoire du bébé qui cherche le sein de sa mère pour être rassuré parce qu'il ressent un manque et un vide et qu'il a la peur de l'anéantissement. Et je trouve que c'est sidérant de voir comment ça s'immisce partout, comment la prophétie de Rudolf Steiner se réalise aussi à ce niveau-là, avec cette guerre de tous contre tous, et comment tous ces êtres qu'on voit en permanence font appel à un positionnement binaire. Et vous voyez, nous qui nous réinformons ailleurs, parce que j'imagine que si vous écoutez cette revue d'actu, c'est que vous écoutez d'autres sources d'infos. Il y a en français le juste milieu, mais vous voyez, la conscience va nous dire d'aller plus loin. Pour moi, la conscience, ça ne va pas être simplement de se réinformer, comme je vous ai dit, c'est d'aller plus loin, plus profond. Et c'est d'aller chercher dans la conscience à ne pas chercher, à ne pas tomber dans les panneaux, ne pas nous faire avoir. J'en ai parlé dans la formation Médecine Sacrée longuement avec les 4 énergies de guérison. C'est cette fameuse énergie d'éveil dont je parle dans la formation pour ceux qui l'ont suivi. C'est fondamental de nous entraîner à percevoir ça. Et vous voyez pour moi l'opportunité que représente cette époque. Je ne dis pas ça parce qu'on m'a déjà dit oui, dans tes revues d'actu, il faut être un peu positif. Je ne dis pas ça parce qu'il faut un vernis positif. Mais je trouve que tout ce qui nous arrive doit être une opportunité d'évolution, de grandeur, de croissance. L'opportunité qu'il y a dans cette époque, c'est d'éveiller absolument notre conscience parce qu'on n'a pas le choix. Tu sais, à un moment donné dans la vie, quand tu es poussé, tu n'as pas le choix et c'est là des fois que tu mets le carburant puis tu avances. Nous avons vécu des vies et des époques où les choses étaient assez linéaires et lentes. Nous vivons une époque extrêmement accélérée
Nous devons éveiller notre conscience et nous n'avons pas le choix. Quand quelqu'un nous pousse à être dans une dualité de jugement, de séparation, de polarisation extrême et de dualité, nous devons aller plus loin que la dualité et par la conscience nous dire c'est un piège. Et il ne faut pas tomber dans ce piège. Tu vois, par exemple, je parle de Ursula, Jacinda, et tutti quanti, puisqu'il y a eu des élections en Italie. Il ne faut pas tomber dans le piège. Je ne veux pas me polariser en disant Ursula, bien qu'on a très envie, hein, mais voilà, de lui donner des petits surnoms pas flatteurs. Je dois refuser le choix, le positionnement et la dualité que veut m'imposer l'Union européenne ou la Première ministre de Nouvelle-Zélande. Je dois refuser la question qu'elle me pose. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de demander à un enfant est-ce que tu es une fille ou un garçon. Nous devons refuser les questions qui nous sont posées par le système parce que ce ne sont pas les vraies questions. Ce ne sont pas des vraies questions. Ce sont des questions fabriquées et inventées pour toujours plus augmenter la division à l'intérieur de nous, dans nos familles. Regardez comment la pandémie a divisé les familles, c'était spectaculaire. Hein. Énormément de gens m'ont porté témoignage cet été, j'ai rencontré beaucoup d'entre vous ici en Grèce. Beaucoup d'entre vous nous ont dit à quel point ces 2 dernières années, cette pandémie, tout ça, pseudo, a créé des divisions dans les couples, dans les familles. Hein, un des 2 conjoints voulait se faire vacciner, l'autre pas. Il y en a qui ont vécu des crises, il y en a qui se sont séparés, il y en a qui ne parlent plus à leurs parents. Enfin, c'est effrayant quand même. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut garder des liens, il faut garder une cohérence, il faut garder une cohésion. Nous sommes tous une humanité et peu importe les choix que nous faisons. Tu vois, j'en parlais avec ma sœur au téléphone avant-hier et elle me disait qu'elle a une amie très spirituelle, très branchée, qui regardait les vidéos de Anne Givaudan, je crois, qui a dit ceux qui sont vaccinés, ils ont une énergie négative. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'avait compris. Et donc, ma sœur s'est fait vacciner, donc son amie disait « mais tu te rends pas compte, elles ont failli se disputer, même à un moment elles se voyaient plus, elles se parlaient plus, elles étaient tombées dans ce piège de la division. Parce que ma sœur est vaccinée et l'autre ne voulait pas se faire vacciner. C'est un piège. Et ma sœur me disait « mais tu vois, mon mari n'est pas vacciné et puis ça n'a jamais été un problème entre nous. » Tu vois, je pense que la meilleure résistance, le meilleur doigt d'honneur qu'on peut leur faire, c'est de ne pas tomber dans ce piège de la division. Il ne faut pas. Et donc, nous devons être des gardiens de la conscience, c'est-à-dire de l'unité, c'est-à-dire du lien, c'est-à-dire du pont, c'est-à-dire du non-jugement. Il ne faut vraiment pas tomber dans ce piège de la guerre pour tous. C'est le message final de cette revue d'actu par rapport à l'actualité. La dernière nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui nous vient d'Italie, où la chaîne Domino's Pizza, qui fait des pizzas industrielles américaines, a été mise en échec puisque Domino's, la chaîne, a définitivement quitté l'Italie. Donc victoire aux Italiens. Et même s'ils ont leur chaîne de pizzeria, eh bien au moins ce sont des chaînes locales avec des capitaux locaux qui restent à l'intérieur de l'Italie. Alors bravo les Italiens, je suis très fier de vous. Et mon actu, en ce qui me concerne, c'est donc la tournée de conférences que je commence en France. Je suis vraiment content d'aller vous rendre visite dans l'Est. C'est la première, je vais venir comme ça par saut de puce dans des régions en France. Donc allez sur mon site, inscrivez-vous, vous donnez vos coordonnées pour être tenu informé. Je vous annoncerai régulièrement par une lettre d'information de toutes mes activités. Je vais faire ça, donc je prévois de faire des conférences en France donc en octobre, je vous ai annoncé les dates, hein. Dijon et Besançon en octobre. Donc on va se voir, on va se rencontrer, on va pouvoir peut-être pas discuter quand même, mais en tout cas au moins se voir. Je voudrais faire des conférences de ce format-là, c'est-à-dire que je voudrais parler pendant un certain temps assez rapide, assez court, parce que j'adore les questions et je voudrais faire passer un micro dans la salle pour que vous puissiez me poser vos questions. Et en plus, donc, tout ça sera filmé et ça nous donnera l'occasion sur YouTube et sur mon site internet de partager tout un tas d'informations parce que, vous savez, moi je me pose des questions mais qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc j'adore quand vous posez des questions parce que ça permet d'ouvrir des sujets. Ne les posez pas forcément par écrit ici en commentaire sur YouTube parce qu'on ne peut pas se répondre, on ne peut pas avoir de vraies discussions. Vous me posez parfois des questions qui ouvrent à des méga discussions philosophiques de fond, mais on ne peut pas se les faire à coups de petits textos comme ça, c'est pas forcément réaliste. Et mon autre actu, c'est juste que c'est la fin de l'été ici en Grèce. Et vous voyez, on peut encore porter des t-shirts facilement et que je viens de finir toutes mes formations de cet été. Je suis vraiment content, mais qu'en réalité, je repars sur les chapeaux de roue parce que nous créons des structures d'hébergement pour accueillir des stages en résidentiel à partir de mai. Donc à partir du 15 mai l'année prochaine commenceront les nouveaux stages en résidentiel ici. Et d'ici là, j'ai un max de travail parce qu'il faut faire beaucoup de choses. Donc voilà mon actu à moi. Alors merci d'avoir suivi cette revue d'actu.
jusqu'au bout. C'était long, mais j'espère que c'était bon. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain commentaire d'actualité. Si vous appréciez cette vidéo, alors faites un petit geste de gratitude en boostant l'algorithme de YouTube. Mettez un petit pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et comme ça l'énergie circulera entre nous.